Agadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Veda, nous sommes de la chaîne Vida Veda de YouTube. Je m'appelle Mathéo et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hridayam Sutrasthana, chapitre numéro 2, le chapitre de Dinacharya Dhyayam. Et aujourd'hui on va lire le shloka numéro 9. Le livre que j'utilise en réalité il fait une division, il prend ce shloka, il va commenter sur la première moitié de ce shloka et puis ils font une commentaire sur la deuxième partie de ce shloka. Mais moi j'ai décidé de mettre ces deux parties, donc le shloka entier dans cette vidéo. Et ne pas donc suivre cette division. Donc dans le premier chapitre, à chaque fois que les commentateurs ils coupaient, ils faisaient des divisions, je respectais ça. Et maintenant, je vais plus trop respecter à chaque fois pour aller un petit peu plus rapidement. Petit à petit, commencer à accélérer notre lecture de ce commentaire. Donc, le shloka numéro 9, il dit ce qui suit. Shirah Shravana Padeshu Tambisheshena Shilayet Varjobhyangah Kapagrastap Kruta Samshudhijirnibihi. Donc on va continuer aujourd'hui à étudier le sujet qu'on a commencé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on parlait d'Abhyanga, l'application d'huile au niveau de la peau. Et il est conseillé pour plusieurs cas, comme la vieillesse par exemple, pour prolonger la vie, pour donner fermeté dans le corps, pour donner de la clarté au niveau de la peau et de la vision. C'est un excellent procédure pour contrôler Vata et aussi pour combattre la fatigue. Donc Abhyanga est très recommandé. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de procédure. Shiraha, c'est la tête. Shravana, c'est les oreilles. Pada, c'est les pieds. Ici, on voit qu'il y a une procédure grammaticale qui indique la localisation. Un endroit. Donc, quel endroit? Dans la tête, au niveau de la tête, au niveau des oreilles et au niveau des pieds. Tam, l'abhyanga, visheshana, spécialement. Il va apaiser spécialement dans ces endroits. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous devez le minimum des choses possibles, c'est appliquer l'abhyanga au niveau de votre tête, de vos oreilles et de vos pieds. Je recommande très souvent à mes patients et même à mes élèves de faire au moins au niveau de la tête. Je sais que si vous faites, je pars du principe que si vous faites au niveau de la tête, vous incluez déjà les oreilles. Pour les femmes, je recommande toujours à chaque fois que vous devez laver la tête, donc si par exemple les cheveux sont très longs, on ne doit pas laver nécessairement les cheveux tous les jours. Il y a des personnes qui lavent les cheveux par exemple 2 fois par semaine. Donc vous n'avez pas besoin. Bon, un accord avec les Samhitas, vous devrez faire cet abhyanga au niveau de la tête tous les jours. Mais aujourd'hui, je dis qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Comme les personnes sont très occupées aujourd'hui, ce que je dis normalement, c'est de trouver le voie du milieu. Donc je dis souvent à mes patients, au moins quand vous allez vous doucher, avant
la douche, donc une demi-heure avant la douche, vous pouvez faire Abhyanga, au moins au niveau de votre tête. Selon ce texte, il dit le minimum, ce serait la tête, les oreilles et les pieds. Vous passez l'huile, vous appliquez l'huile au niveau des pieds également. Et ceci doit être fait Visheshana, donc spécialement dans ces endroits-là. Donc si vous ne faites pas dans le reste du corps, faites au moins ici. La tête est sans doute l'endroit le plus important. Le Sushruta Samhita, il dit que l'homme est un arbre à l'envers. Donc les racines sont dans la partie du haut, donc au niveau de la tête. Donc pour nourrir cet arbre, vous devez nourrir au niveau de la tête. Donc je voudrais que vous ayez cette vision de Sushruta Samhita. Et comme ça, vous pouvez, même si vous ne faites pas la Abhyanga dans le reste du corps, faites au moins au niveau de la tête. Et si vous faites ça, vous donnez déjà une nutrition très spéciale au niveau de votre corps, si vous faites rien qu'au niveau de votre tête. Varjyo, c'est éviter, Abhyanga. Donc ici, il va nous dire quels sont les moments ou les situations où Abhyanga ne doit pas être effectué, doit être évité. Varjaha, vous ne devrez pas faire, vous devez éviter. Dans quel cas? Quels sont ces cas? Kappagrasta, donc quand le kappa dosha est très aggravé. Krita samshuti. Samshuti, c'est la personne qui a passé par un processus de purification. Kruta, c'est la personne qui vient de faire. On a déjà vu ces mots-là dans notre lecture de la semaine dernière. Donc c'est la même racine du mot karma, de faire. Donc la personne qui vient de faire un samshuddhi, la personne qui vient de faire un nettoyage. Donc c'est quoi ces shuddhi, c'est quoi ces thérapies-là? Ce sont les thérapies qu'on appelle shodhana. Les thérapies d'extraction des doshas qui sont aggravés, des doshas qui sont viciés dans le corps. Donc c'est ce qu'on appelle de panchakarma. Donc si vous venez de faire un panchakarma, probablement vous ne devriez pas faire Abhyanga. Bihi fait aussi la référence à tout ce qu'on vient de dire, à tous ces trois états dans lesquels il n'est pas conseillé de faire. Donc c'est à nouveau un temps grammatical qui se reporte à tout ce qu'on vient de dire. Donc quels sont ces trois stades? L'état d'indigestion, quand la personne a mangé quelque chose et qu'elle n'est pas en train de digérer bien. Donc quand le agni de la personne n'est pas bon. Ça c'est un motif pour lequel on ne doit pas faire Abhyanga. Après le panchakarma, invariablement, le agni de la personne est détruit. Donc dans le post-panchakarma, on ne va pas faire Abhyanga. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà étudié un peu de panchakarma, et donc vous avez déjà cette notion. On ne va pas rentrer dans ça dans le détail. Pendant la période de panchakarma, donc au milieu, on doit faire ce qu'on appelle le samsarjana karma. C'est une diète spéciale qui vise à rééquilibrer, réhabiliter, réactiver l'agni après le panchakarma. Parce que invariablement, après un panchakarma, l'agni est toujours détruit. Une personne sans agni,
ne doit pas appliquer de l'huile au niveau de la peau. Parce que l'huile appliquée au niveau de la peau ne va pas être bien reçue par le corps, ne va pas être bien digéré, même s'il est appliqué au niveau de la peau. Et du coup, il va générer amas. Ça, c'est le même problème de la personne qui a un problème d'indigestion. Elle ne pourra pas digérer cette huile sur la peau. C'est intéressant de voir la relation de digestion qui est décrite par les Samhitas. Donc pour nous, l'indigestion ou la digestion, c'est quelque chose qui est plus lié à ce qu'on ingère par la bouche, mais pour nous, la digestion en Ayurveda va être aussi tout ce qu'on ingère à travers de la peau. Donc si on a la difficulté à ingérer certains aliments, probablement on ne va pas avoir la facilité à digérer l'huile sur la peau ou n'importe quelle autre substance qu'on mette au niveau de la peau. Le problème de kapha aggravé, c'est très similaire à cela. Le kapha, il va influencer l'agni de la personne et ça va devenir un manda agni. Le transit, il va être très lent. On a vu ça dans le premier chapitre. Si la personne a un manda agni, un agni lent, elle ne va pas pouvoir digérer l'huile qu'elle colloque au niveau de la peau. Donc j'espère que ça soit clair pour vous. Les endroits où il y a des endroits dans le corps où Abhyanga est spécialement recommandé. Donc c'est la tête, les oreilles et les pieds. Et il nous parle aussi de certaines situations où l'Abhyanga est complètement contre-indiqué. Donc, juste pour récapituler, c'est les situations où le kapha il est aggravé, les situations où on vient de faire un panchakarma et les situations où on a une indigestion que du coup l'agni il n'arrivera pas à digérer cette huile. Dans la vidéo prochaine, on va lire les shlokas numéro 10. Et on va arrêter de parler de Abhyanga et on va commencer à parler de Vyayama, l'activité physique. Et on va maintenant commencer notre petite minute de sanskrit. Dans ce shloka, vous comprenez qu'il y a 3 fois ces 2 petits points qui apparaissent. Dans la première, dans la troisième et à la fin du shloka, il y a ces 2 petits points qui apparaissent. Ça s'appelle un visarga. Sarga signifie libérer, littéralement. Donc ce que le visarga fait, c'est qu'il prend la voyelle qui a été utilisée et il la répète. Quand vous êtes dans un système où vous avez un mot, où il n'y a aucun mot après. Par exemple, si vous prenez les 2 derniers points que vous voyez à la fin de ce shloka, vous avez la capacité d'identifier quelle est la voyelle qui est appliquée à ce moment-là. C'est le I. Si vous regardez la translittération, vous voyez qu'il y a ça. Donc le mot, il a un seul I. Ce I qui apparaît avant la consonante qu'on n'a pas encore appris. Donc s'il y a 2 petits points à côté de ce I, on va émettre ce I à nouveau. Au lieu de prononcer seulement bi, on va prononcer bi, hi. Parce qu'il y a ces 2 petits points. Donc si c'était un E, on prononcerait b, he. Parce qu'il y avait ces 2 petits points. Donc ces 2 petits points, ils vont répéter la voyelle qui est juste avant.
Si c'était un OU, on dirait OU, OU. Ici, c'est un I, donc on dit I, I. Ce visarga, il fait donc la répétition de la voyelle qui est juste avant. S'il est utilisé dans le shloka, donc s'il y a un mot après ces deux petits points, on ne fait pas la répétition. On fait simplement un H un petit peu aspiré. Parce que vous alliez répéter cette voyelle, mais il y a un mot juste après qui vous empêche de répéter, et donc vous faites juste ce H. Donc dans ce cas, il y a trois situations où on voit ça. Donc dans le premier, on a Varjobhyanga. Donc la prononciation de ces deux petits points, c'est juste un H un peu aspiré. Donc ça, c'est pas vraiment une voyelle, mais c'est une façon de prononcer dans le sanskrit. Et dans le sanskrit, il y a plusieurs règles grammaticales un petit peu de ce style. On va voir ça avec calme dans les vidéos prochaines qui viennent par la suite. Ces deux petits points ne sont donc ni une consonante, ni vraiment une voyelle. On appelle ça visarga, c'est une procédure grammaticale. Donc si c'est à la fin de la phrase qu'il n'y a pas un autre mot après, la voyelle est répétée. Et si c'est entre deux mots, on va juste aspirer le H. Si la consonante qui vient après le visarga est une consonante, probablement on ne va pas prononcer ce visarga. Donc il y a plein de petites règles là-dessus. On va regarder ça avec beaucoup d'attention et détails dans le futur. Ici, je voudrais juste que vous remarquiez quand est-ce qu'il y a ces deux petits points et essayer de déterminer qu'est-ce qu'on pourrait faire à ces moments-là. Essayez juste de les identifier. Si vous voulez faire un pas après, vous pouvez observer comment est-ce que la prononciation va se passer à différents endroits. Moi, je mets la translittération pour vous faciliter la compréhension et la lecture. Si vous avez dans la translittération un H qui est tout seul, vous allez comprendre qu'il y a que ce H, il est aspiré. Et quand le visarga il arrive à la fin du mot, de la phrase, vous allez voir que je mets dans la translittération la voyelle qui est répétée, comme ici, bi, hi. Donc ceci était ce qu'on voulait voir dans ce shloka. Dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, on va parler de Vyayama, l'activité physique. Merci beaucoup à vous pour votre présence et pour tous les élèves qui sont dans le Patreon. C'est grâce à vous qu'on continue à faire ces vidéos et qu'on continue à évoluer avec les différents projets de Vidaved qui sont à chaque fois plus grands et plus inspirants. Je suis encore en train de faire le tour du Brésil. Je vais y retourner bientôt pour qu'on puisse faire un nouveau workshop à São Paulo, un nouveau workshop de F4P, des 4 piliers de la santé. Et on va se voir donc bientôt. Je vous dis à la prochaine vidéo.